Même avant. Parce que je croyais que vous aviez des observations au fur et à mesure. Oh, c'était léger quand même. Comment pensez-nous aussi avoir notre temps Allez-y, allez-y, dépêchez. Mais vous pouvez prendre votre temps là, 5 minutes. Vous y allez, hein? Je me reconnais. C'est vous qui voyez. Si ça dure pas 20 minutes. C'est vous qui voyez. Hein? Allez-y. Bon, alors si vous voulez, d'abord en préalable, je voudrais dire que moi je ne possède pas forcément tous les détails que Madame Giry a à sa disposition, hein, donc je traite ça avec ce que j'ai, donc je fais au mieux. Hein. Et par ailleurs, bon, je voulais vous faire deux types de commentaires, un commentaire un peu comptable et puis un commentaire un petit peu politique. Donc je suis obligé de revenir sur les chiffres que vous avez donnés puisque oui. je les commente. Donc on va revenir, c'est essentiellement sur le budget principal parce que les budgets, le budget eau et assainissement m'avait posé problème par rapport aux recettes parce qu'on ne savait pas la raison de la baisse. Mais les autres, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur ces budgets qui n'ont pas de difficultés majeures ni de questions à poser particulièrement. Voilà. Bon. Alors, le budget principal, bien sûr, c'est l'important de la commune. Bien entendu, vous avez dit que c'était un budget contenu, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bien maîtrisées. Donc, pour moi, c'est bien un budget contenu en fonctionnement et en investissement. Mais je vais quand même faire quelques petits commentaires qui sont nos commentaires. Bon, pour ce qui est du fonctionnement, pour les dépenses, vous avez parlé des charges à caractère général qui baissent de 6,9%. C'est vrai, donc c'est très appréciable. Alors, il faut quand même le commenter un petit peu, c'est que c'est aussi le fruit d'opportunités. Tout le monde en a, tant mieux, hein, on ne le regrette pas qu'il y ait des opportunités. Et il y a eu un hiver un peu doux, il y a eu une baisse du prix des carburants négocié, puis aussi du fait que les carburants ont baissé. Ah non, on a fait un marché. Oui, mais il y a la négociation, mais il y a aussi eu la baisse des carburants. Mais chaque véhicule maintenant est comptabilisé, on peut savoir exactement la consommation de chaque véhicule. Écoutez, si vous voulez, on va essayer. Non mais c'est pas mal, ce marché de carburant. Je vous ai donné un aperçu général, on va pas rentrer, sauf si vous voulez qu'on rentre dans les débats, mais moi je vous donne un point de vue un peu général. Hein. Les technologies qui apportent des économies, par exemple sur les affranchissements, on a des mails qui font qu'on envoie moins de lettres. Le téléphone, la fibre a fait aussi baisser les budgets. On est très attentif. Ça, je l'ai vu, hein, je m'en rends compte, c'est sûr. Maintenant, il y a aussi des décisions politiques. Vous avez pris la décision, par exemple, pour les éclairages de Noël. Vous faites moins de réceptions, vous faites moins de communication. J'ai vu que les budgets des catalogues et des bulletins municipaux aussi ont sacrément baissé. Bon, c'est un choix, bien. Il y a également le problème des charges de personnel qui vous dites qu'ils n'augmentent que de 0,5%. Je suis bien sûr d'accord avec les chiffres, sauf qu'il y a quand même des choses à prendre en compte. Vous avez quand même fait un certain nombre d'embauches en contrat aidé. Ce n'est pas une critique, mais ça intervient dans les dépenses de fonctionnement. Donc c'est des choses à dire. Il y a également eu l'année dernière, en 2015, puisque c'est l'année référence, le transfert de certains services urbanisme et puis économie qui ont été transférés à Tirco. Bon, il y a également dans cet ordre d'idées, et ça sera de pire en pire, enfin si on peut appeler ça de pire en pire, de mieux en mieux si vous voulez, il va y avoir des transferts avec Terre d'Or Montagne. C'était au 1er janvier 2017. Oui, mais l'Urba et l'Éco, c'était l'année dernière. Ah, il y avait 6 personnes 6 personnes 4. 6, je ne sais plus, je l'ai noté de toute façon. On m'a dit 6. Alors, en fait, c'est 90 000 €. Il faut savoir que pour l'urbanisme... Je me trompe de nombre de personnes, je ne sais pas, mais voilà, j'avais noté que c'était 6 mois. Bon. Mais enfin, bon, il y a eu une économie, donc tout ça, il faut quand même en tenir compte. Et puis, bien, c'est sûr que maintenant, avec l'arrivée de notre grande communauté de communes, ça sera encore plus complexe avec les refacturations qu'il va y avoir de services. Ça va être très difficile à suivre. Bon, alors donc on arrive, moi je vous parle d'un brossage général, donc sans les charges exceptionnelles ni financières, on arrive donc à une dépense de 17 230 000.
En 2015, la même catégorie de dépenses, on était à 17 412 000. Donc vous voyez, on a gagné 180 000 euros. Ben, c'est énorme compte tenu non, du fait que ça augmente Je naturellement. n'ai pas fait de commentaire, j'ai dit on a gagné 180 000 euros. Avec les charges exceptionnelles, oui, avec les charges exceptionnelles et avec les charges financières qui, elles, baissent, puisqu'il y a quand même les emprunts commencent à baisser, donc on arrive à une dépense globale de 18 118 000, ce que vous avez annoncé tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est pour fixer les dépenses. En ce qui concerne les recettes, donc on a des produits de service. Effectivement, vous avez dit qu'il y avait 83 000 euros de plus sur les produits de service. Il y en a la moitié qui quand même viennent d'une vente de bois qui a été exceptionnelle. Donc il faut modérer la recette pour les années à venir. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des petites choses en plus. On a vendu plus de centres de loisirs, plus de l'aquabike qui est nouveau, la garderie pour les enfants, un peu plus de charges locatives. Enfin, donc il y a eu des petites choses en plus. Ok, c'est bien, on a gagné un petit peu plus de sous sur nos produits. Bon, ensuite, les deux lignes qui sont importantes, les lignes impôts et taxes et les lignes dotation, qui sont les grosses ressources de la commune. Moi, je me suis amusée, j'allais dire amusée, je ne me suis pas tellement amusée, mais j'ai fait les additions depuis 2012 jusqu'à 2016 de ces deux lignes, puisqu'il y a eu des transferts entre les dotations et les impôts, donc c'est un peu compliqué si on les prend ligne à ligne, il faut les additionner. Donc en 2012, on était à 18 753, en 2013, 18 780, en 2014, 18 445. Vous parlez des bases, là? Je vous parle de la ligne impôts et taxes plus la ligne dotation. 18 millions? Oui. 18 millions 445. Et dotation? Oui. 18 millions d'impôts et taxes et dotations? C'est pas possible, hein. Ça colle pas. Hein. 18 millions d'impôts et taxes et dotations, ça colle pas. Hein. Parce que le budget, c'est 18 millions d'euros. Il y a une petite erreur. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais fait une erreur? Ça se peut, hein, je suis pas infaillible, hein, mais... Attendez voir. J'ai 14 millions d'impôts et taxes et j'ai 3 778 000 de dotation. Alors, il n'y a pas 14 000. Attends. J'ai repris vos chiffres, j'ai repris les chiffres en fait, qu'on m'a transmis. Pardon? Je vais vous donner le détail en fait. Donc, ouais, c'est bon. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, cette ligne est relativement stable sur plusieurs années et qu'effectivement, la seule petite baisse, c'est cette année de 300, enfin petite, tout est comparable, mais de 330 000, ce que vous avez annoncé tout à l'heure, hein, d'ailleurs. J'ai retrouvé le chiffre quand vous l'avez dit. Hein. Donc, je ne pense pas m'être trompé. Hein. La baisse est bien de 336 000 par rapport à 2015. Oui. Mais pour moi, c'est quand même pas une alerte majeure, comme parfois vous voulez nous le montrer quand vous montrez les tableaux de DGF qui baissent énormément. En plus de ça, sur les tableaux de DGF que vous nous présentez, les échelles... C'est une réalité. Hein. Non, mais je sais que c'est une réalité, mais les échelles que vous mettez sont très alarmistes. Donc, mais disons que 300 000 euros sur un budget, quand on sait que la piscine nous coûte 450 000 euros, c'est colossal, quoi. Excusez-moi, mais je peux faire quelques commentaires. Bien sûr, oui, pardon. Je trouve que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement catastrophique. Bon, moins catastrophique que ce que vous voulez le présenter. Les atténuations de charges, c'est pareil, elles ont augmenté cette année de 240 000 euros. Donc quand on fait un petit peu plus de produits, un peu plus d'atténuation de charges et qu'on a un petit peu moins de ressources sur les impôts et taxes, on arrive quand même à 20 700 000 au total. Donc, et ce montant est strictement identique à 3 000 euros près à ceux de 2015. Oui, mais donc, par rapport à 2015, nous avons quand même 3 millions en moins de dotations. Non, je vous parle de vos recettes. Je vous parle de vos recettes de fonctionnement. À ce niveau-là, elles sont strictement identiques à celles de 2015.
Ah ben monsieur, je peux vous amener vos chiffres. Je ne sais pas où prenez les chiffres. Ah mais moi je prends les chiffres dans la comptabilité. Après, on peut les Dans les interpréter. Toutes les collectivités qui se plaignent depuis 3 ans, alors là, je ne sais pas d'où elles sortent, ça. J'étais sûr que j'allais vous mettre en colère. Ah non, je suis pas en colère. Mais écoutez bien, Madame Malochet, vous êtes en train de nous dire, moi je côtoie des gens qui essaient de gérer du budget depuis 3-4 ans, qui n'arrêtent pas de se plaindre, et à juste titre, des baisses de dotation. Des baisses de dotation de l'État depuis 3 ans, et ça, j'allais dire, ça tout le monde le sait, et de plus, nous, donc il y en a qui les compensent, excusez-moi. 1 200 000 €. Monsieur Meftas. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, Madame Malochet. Laissez-moi finir. Donc, certaines collectivités essaient de les compenser comme elles peuvent par des hausses d'impôts. Nous, depuis 2014 ou même depuis 2015, on n'a pas augmenté les impôts. Nullement. Et vous venez me dire que nos recettes sont stables. Parce qu'on cherche les subventions aussi. Excusez-moi, je vais quand même être sérieuse. Hein, je suis très sérieux. Mais je ne fais pas n'importe quoi. Quand je dis ça, je ne fais pas n'importe quoi. Alors, vous allez prendre une calculette, s'il vous plaît. Je vais la prendre. Vous allez additionner 929 000, j'arrondis, hein, parce qu'on ne va pas faire... Nous mettons 930 000. C'est le montant des produits des services. Non, mais sur les montants. Non, on parle des impôts et des dotations de l'État. Mais attendez 2 minutes, laissez-moi finir. Additionnez 930 000 €, additionnez les impôts et taxes 14 600 €, vous additionnez les dotations 3 776 €, eh bien vous arrivez à 20 702 000 €. Et les atténuations de charges, pardon, que j'ai oublié, 968 000 €. Vous arrivez à 20 702 000 €. Je fais le même exercice pour l'année 2015. Mais qu'est-ce que viennent faire les atténuations de charges là-dedans? C'est une recette. Ah ben on va mettre toutes les recettes alors. Mais je vous parle des recettes. mais c'est terrible. Que viennent faire les atténuations de charges? Attendez, non. On parle de... Ben non, Madame Malochet, non, à ce moment-là, faut aller jusqu'au bout. Ben pourquoi? Je ne peux pas parler. Je vais m'en aller. Mais non. Si. Mais allez-y. C'est lamentable. On dira plus rien. C'est lamentable. Madame Bell, Madame Malochet, terminé, on interviendra après. Je vous ai donné mon calcul. Ça arrive à 20 702 000 € pour l'année 2016 et pour l'année 2015, j'arrive à 20 705 000 987. Vous voyez qu'on est à 3 000 € d'écart entre les 2 années. Alors, je veux bien plaindre de tout ce que vous voulez, mais je veux dire que vous avez la même recette sur les 2 années. Alors, en plus de ça, derrière, il y a des produits exceptionnels et des produits financiers qui s'ajoutent. Donc, si vous voulez, c'est les chiffres. Je ne peux pas les transformer, les chiffres. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, je veux bien faire tous les commentaires que vous voulez, mais c'est la réalité. En fait, bon, on va parler aussi un petit peu politique, c'est-à-dire que quand... mais je parlerai politique après. Ah, donc en fait, au niveau des produits de services, on a une augmentation des produits qui sont aussi issus des services. C'est-à-dire que c'est aussi bien les entrées de la piscine, du conservatoire. C'est 40 000 €. Donc en fait, au niveau de ces produits de services, on avait... en fait, on a baissé les tarifs, par exemple, du conservatoire quand nous sommes arrivés. Et on a fait un pari, c'est-à-dire qu'on s'est dit, si on baisse... les tarifs, ça ne va pas impacter notablement les recettes. En fait, ça n'a pas impacté les recettes, puisque quand on a un peu plus de monde, bon, on a peut-être une légère... ça n'a pas impacté les recettes. Je suis d'accord, au niveau Madame Giry, on ne va pas rentrer dans tout ce genre de détails. Mais si, c'est important, puisque les produits de service, c'est l'attractivité de notre... Je vous ai donné des grandes masses. Voilà. Je vous ai dit que vous aviez sur les produits des services, vous aviez une recette supplémentaire de 83 000 €. Je le reconnais. Là-dedans, il y a 40 000 € des produits, comme vous dites, plus les 45 000 de vente de bois. Bon, ok, mais j'en discute pas. Mais je fais les additions. En fait, quand on regarde les produits... Excusez-moi, je ne vois pas pourquoi ça vous choque. Non, mais ça me choque que je vous dise que vous avez les mêmes recettes que l'année dernière. Moi, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Bah, en fait, c'est parce qu'au niveau des... Absolument, c'est qu'on pleure sur la situation de la commune. J'ai dit que c'était un compte administratif qui était maîtrisé, que j'aimerais en présenter toujours comme ça. Juste un mot, Madame Malochet. Je peux vous entendre à la limite dire ça, qu'on a les mêmes recettes. Recettes globales.
Mais vous pourriez rajouter, si vous étiez objective, je vous félicite d'avoir pu maintenir vos recettes. C'est les recettes. S'il vous plaît, Madame Malo. Mais c'était ma première phrase. Je vous ai dit que c'était contenu. Non, il n'est pas contenu là. Il est maîtrisé. Ah ben non, on va jusqu'au bout. Soit on compare ce qui est homogène. Donc nous, on nous a donné, on nous donne, dire d'office sans rien faire, les dotations et les impôts. Ça, c'est des recettes qu'on ne maîtrise pas. Quoi qu'on pourra augmenter les impôts. Après, nous, derrière, je suis désolé, si on parle des dotations, de la gestion du personnel, si on trouve des leviers pour avoir des heures travaillées en plus et que ça revienne et ça ne coûte moins cher, grâce au contrat aidé, c'est un outil qui dépanne tout le monde. Hein, J'aimerais préciser également... Excusez-moi, je fais un commentaire comptable. Pour l'instant, je ne suis pas là pour féliciter ou critiquer. Je vous ai fait une présentation comptable. Je vous ai dit... Mais en fait, on a des subventions supplémentaires. Excusez-moi, laissez-moi finir. Oui, à ce niveau-là, je ne vous ai pas interrompu pendant 2 heures, Madame Thierry. Oui. Donc, à ce niveau-là, vous avez les mêmes recettes que l'année dernière. Mais vous avez eu quelques recettes exceptionnelles. Du coup, j'en perds mes papiers, moi, parce que je ne comprends pas qu'on se dispute là-dessus. Où c'est que j'ai mis ça? On se dispute pas. Si. Si, il y a eu des produits exceptionnels, il y a eu les sessions Mais pour comparer les choses comparables, la prochaine fois, je ferai un graphique avec les recettes et les dépenses de gestion. Je ne peux pas dire 3 mots sans que vous m'interrompiez. Alors, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne dirai plus rien. Hein. Bon. Allez-y et on clôt sur le sujet. Bon, donc vous avez eu des recettes d'immobilisation, vous avez eu un remboursement de sinistre, vous avez pris 46 000 € sur la réserve. Bon, donc il y a eu un plus de 566 000 €. Donc vous avez un total de recettes, et vous vérifiez dans les chiffres, de 21 270 000 €. Et si on rapproche des dépenses de 18 118 000 € dont on a parlé tout à l'heure, on trouve bien la même chose que vous, c'est-à-dire 3 158 000 € avant les écritures d'ordre. On est tout à fait d'accord. Bon, donc je ne cherche pas à critiquer quoi que ce soit là-dessus. Et donc, on a un report sur les investissements de 2 365 000 €, comme vous m'en avez parlé. Bon, ça c'est le point comptable. Ensuite, je parle des investissements. Bon, les investissements, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez investi 3 357 000 €. Je vous signale quand même en 2012, on avait investi 4 280 000 €. Vous l'avez fait en graphique. Bon, ok. Je vous parle de 2012. Bon. Vous avez eu un remboursement, on a eu un remboursement exceptionnel d'avance de TVA de 267 000 €. Ça, c'est dans les dépenses, d'accord? Pour ce qui est, je vous marque les points saillants de l'investissement. Pour ce qui est des recettes, eh bien, effectivement, les subventions sont en forte hausse. Elles ont 600 000 € de plus. Les taxes locales sur l'électricité, il y a 20 000 € de plus, vous en avez parlé. Alors, j'ai compté que si on enlevait les comptes de tiers de l'année dernière, en 2015, parce qu'il y avait une grosse dépense de comptes de tiers l'année dernière de 419 000 € qui n'ont plus lieu cette année, donc faire une comparaison à égalité. Bon, les recettes de cette année sont 2 253 000 € et l'année dernière, elles étaient 2 219 000 €. Donc, à 40 000 € près, les recettes d'investissement ont été identiques. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'état des lieux. Bon. Alors, maintenant, je vais en venir à l'endettement général. Bon, effectivement, les chiffres que vous présentez, évidemment, sont justes, mais moi, j'ai quand même 2 remarques. En 2015, vous avez bénéficié de 2 recettes exceptionnelles. Vous avez eu, en 2015 d'abord, vous avez eu 525 000 € d'avance de TVA, et vous avez eu 1 034 000 €, je crois, de CIMTRU. Donc, ça fait 1 560 000 € de recettes de trésorerie. En 2016, vous avez la recette exceptionnelle de la station d'épuration de 1 096 000 €. Oui, mais je vous parle de l'ensemble de l'endettement. Donc, en fait, il y a une amélioration de l'endettement un petit peu exceptionnelle de 2 665 000 €. Vous nous annoncez un désendettement de 1 110 000 €. Je comprends bien que c'est la réalité,
Sauf que quand même, il faut tenir compte d'une situation un petit peu exceptionnelle. Donc, si on tient compte quand même que vous avez remboursé cette année une partie de l'avance de TVA, eh bien, il y a quand même eu 2 millions d'exceptionnels. Donc, 2 millions d'exceptionnels, ça vous fait au lieu de vous désendetter, si vous n'aviez pas eu ça, vous vous seriez endetté de 900 000 euros. Donc, c'est quand même important à savoir. Je ne dis pas qu'il ne faille pas... Oui, en fait... Une excellente gestion. Mais oui, tant mieux. Les situations exceptionnelles, nous avons su mener le dossier comme il fallait. Je pense que... Pour faire aboutir un certain nombre de choses et retrouver les recettes complémentaires. Gérer l'exceptionnel... Ce qui me paraît important de dire... Bravo. C'est pas facile. Il me paraît important de dire que sur la recette... Trouver des éléments Oui, de démonstration. Sur la recette exceptionnelle que nous avons eue en 2015 de 1 056 000 euros, en fait, nous avons mis 800 000 euros de provisions pour risque. Donc, ces 800 000 euros, en fait, on a bénéficié de 250 000 euros sur le budget principal, puisqu'on les a placés. Et là, on les a mis de côté, quoi. En fait, je parle de l'endettement. Oui, mais cette provision pour risque, c'était obligatoire et on l'a fait. Et c'était obligatoire depuis pas mal d'années d'ailleurs. Mais Madame Giry, je comprends. Mais ça vous parlez du fonctionnement. On a pris des précautions. Je vous parle de l'endettement. Mais on peut pas. Je vous parle de la trésorerie. En trésorerie. On a amélioré les choses. C'est rentré dans votre trésorerie. Mais je ne vous fais pas de reproche, c'est très bien. Et en fait. Mais ça veut dire que quand on parle on s'est désendetté, en façade. Mais il faut savoir qu'il y a quand même eu un petit peu... C'est les emprunts, madame. Honnêtement, c'est les emprunts, madame. Là, c'est quand on emprunte qu'on s'endette. On n'a pas emprunté, donc je vois pas... Même les recettes exceptionnelles, elles n'ont rien à faire là-dedans. Je sais que ça vous contrarie. Mais c'est une palissade. L'endettement, c'est de l'emprunt. Donc on n'a pas emprunté. Les recettes supplémentaires, il n'y a rien à voir avec l'emprunt, madame Malochet. C'est technique. Attends. On vote chaque budget. Excuse-moi, Jacqueline, je veux juste dire un mot. C'est que, ce que je comprends, c'est que vous avez une bonne gestion, mais avec des recettes exceptionnelles. Donc faites attention les années prochaines. Il n'y aura pas tous les ans. Non, c'est pas comme ça. En essayant de... Les recettes exceptionnelles, on les a placées, on les a mises de côté pour 800 000 euros. Et je viens de dire que pour l'assainissement, on avait touché également une recette exceptionnelle pour la serre et qu'au budget supplémentaire, on allait faire une provision pour mettre de côté. Donc les recettes exceptionnelles, on s'en sert pour provisionner. On a bien entendu. Madame Giry, on parle de trésorerie, d'endettement. On parle pas de fonctionnement. Madame Malochet, on a bien entendu vos observations. Moi, ce que j'en retiens, c'est que vous confirmez la bonne gestion. Attendez, j'ai pas fini. Oui, mais oui. Je vous ai donné 20 minutes. Allez-y, continuez. Allez-y. De temps en temps, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire quand même. Oui, mais ça fait 3 fois que je vous dis allez-y. Vous perdez du temps. D'accord. Alors moi, le commentaire politique que je voudrais faire, c'est que bien sûr qu'il est tout à fait louable d'avoir le souci d'équilibrer les comptes et de se désendetter, même avec des moyens qui sont exceptionnels, mais tant mieux. Mais la contrepartie de cette politique qu'on mène depuis 3 ans, peut-être même presque 4, amène à réduire de plus en plus, pour moi, les investissements. On a depuis longtemps aussi peu investi. La moyenne, je vous ai dit, je reprenais les chiffres tout à l'heure, oui c'est vrai que les moyennes, ça vous choquait les périodes de référence, mais il n'empêche que 3 millions 3, c'est quand même dans les montants bas de ce qui s'est passé dans les années, même en remontant relativement loin. Donc heureusement que vous assurez la fin des chantiers lancés dans le cadre de l'ANRU 1, ça nous fait bien plaisir. Hein. Et nous, je rappelle que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez imaginé en termes de finalité. Oui, enfin, on peut reprendre dans le détail. Oui, mais je voudrais voir le pourcentage que ça représente. Oui, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le projet initial. Bon, en tout cas, lorsque l'équipe Fière de Thiers l'avait mise en œuvre, la population avait compris notre volonté de vouloir relever la ville. On voulait une ville attractive et vivante. Je lis un petit texte que je me suis préparé pour vous dire un petit peu le fond de ma pensée. On voulait accueillir des habitants nouveaux, et je crois que maintenant ça commence à se concrétiser, puisque les chiffres ont monté. On voulait accueillir des entreprises, on aurait voulu en accueillir plus, mais bon, on en a quand même eu quelques-unes, dont une importante. On voulait des salles communales rénovées, des stades, des maisons de sport équipées, des nouveaux services à la population. Bref, on a essayé de donner une dynamique.
Bon, aujourd'hui, 3 ans après, où est-ce que vous nous menez? Nous sommes angoissés parce qu'on voit des zones industrielles vides et en friche, et on ne voit pas de gros chantiers marquants. On cherche la cohérence. Quelle concentration d'efforts vous faites pour une réalisation qu'on attend? Est-ce que c'est la médiathèque? Est-ce que c'est la médiathèque qui est la grande attente des Tiernois? 3,6 millions pour pouvoir mieux lire et dans des conditions plus agréables. Vous croyez que c'était ça que les Tiernois attendaient, hein? Alors, dans la presse, moi, j'ai lu plusieurs projets que vous aviez présentés lors des élections. Je voudrais bien savoir où est-ce qu'ils sont et avec quel souci de complément ou d'apport nouveau ils vont apporter à notre population. Parfois, on a l'impression que vos choix d'investissement sont plus orientés par les subventions qui sont inventées par les instances régionales et qui guident les choix. Moi, par exemple, il y a la médiathèque en fait partie, et puis il y a également un autre choix que je ne comprends pas, c'est l'école du Moutier. Bon, pourquoi faire? Je comprends bien que cette école a besoin de rénovation, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Comment on va gérer les écoles dans les années à venir? Comment ça va se passer avec nos 8 écoles sur les dos? Comment on va faire? Et moi je dis, alors pourquoi, si la piscine c'était le chantier, notre chantier, votre chantier, à ce moment-là, qu'on mette tous nos moyens dans cette optique. Tandis que là, on parsème des choses sur... voilà, partout. Et je pense qu'on ne va pas y arriver à cette piscine, on va avoir de la peine. Alors, bien sûr, il y a aussi l'Henri II. Mais alors, l'Henri II, pour moi, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, et je ne sais pas pourquoi faire. Alors, moi, je ne sais pas. Bon. Alors, tout ça pour vous dire que je sais très bien qu'en parlant comme ça, vous allez me répondre que financièrement, vous n'avez pas de moyens. Je vous signale qu'il y a 15 ans, on aurait pu dire exactement la même chose, qu'un effort ponctuel financier, quand il est justifié, eh bien, c'est possible. Et quand il s'agit d'améliorer l'avenir de tous, eh bien, on y va. Et quand on veut, on peut. Voilà ce que j'ai dit. Moi, je ne veux pas reprendre tous vos propos, parce que vous mélangez tout. Oui, c'est sûr. Si. Effectivement, on a eu à solder un certain nombre d'opérations qui ont été lancées par l'équipe précédente. Mais il a bien fallu qu'on solde. Eh bien sûr. Voilà. On a récupéré une situation qui était quand même un peu délicate, c'est-à-dire qu'on engage maintenant des paiements d'actions sur des financements que vous aviez touchés à l'époque et qui n'ont pas été ventilés sur les bons. Donc je ne vais pas revenir, ce que je disais, ça ne sert à rien pour le bien de la collectivité sans arrêt de revenir sur le passé, sur ce qu'on voudra. C'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas comme ça qu'on peut avancer pour la gestion d'une collectivité. Il y a des choix qui ont été faits, que vous ne les partagez pas. On serait dans la même équipe si vous partagez les mêmes choix. Voilà. Donc ça vous regarde. Voilà. Nous avons fait des choix en fonction des besoins aussi de la population. C'est-à-dire que quand on fait une issue de secours au Centre d'art contemporain, non mais, des exemples, je vous en donne des wagons. Vous dites ça parce que vous savez que ça me touche. Mais non. Elle existait, on peut l'améliorer. L'escalier extérieur qui redonnait derrière, il n'existait pas. Il a bien fallu le faire. L'escalier qui donnait dans les bureaux, il a bien fallu le faire. Mais des exemples, je vous en trouve, mais je ne veux même pas rentrer dans cette polémique-là. C'est-à-dire que nous, on a essayé de répondre à un certain nombre de besoins qui correspondaient à soit des équipements, soit des aménagements. Ce n'est pas effectivement de l'investissement pharaonique. Peut-être que le plus gros investissement, comme vous l'imaginez, ça sera peut-être la rénovation de la médiathèque. Ça sera sûrement la construction de la piscine. La piscine, on l'a réfléchi, on l'a construit au niveau de TDM. Oui, c'est bien. Vous voyez, donc ça ne s'imagine pas comme ça du jour au lendemain. On construit ça dans le cadre d'un nouveau cadre juridique, technique, administratif et financier. Vous voyez, donc c'est pas aussi simple. Il suffit. Non, vous comprenez pas justement. Il ne suffit pas de faire ça et de dire... Donc on essaye de répondre dans un premier temps aux besoins de la population, au quotidien de la population. C'est normal. C'est normal, oui, mais quand on multiplie par 3 ou par 4 le budget d'entretien des écoles, par exemple, c'est normal. Je suis d'accord avec vous, c'est normal. Mais quand on met 100 000 euros sur l'entretien des écoles, c'est 100 000 euros qu'on ne met pas sur de l'investissement, comme vous pouvez penser, des investissements. Oui, c'est des choix. Non, mais que vous ne soyez pas d'accord avec ça, ça ne me gêne pas. Non, mais c'est pas mon souci. C'est pas ça. Mais vous me parlez d'entretien des écoles, vous croyez qu'on ne les a pas entretenues, les écoles, parce qu'on avait fait des chantiers?
On les a pas entretenus. Madame Malochet, je ne sais pas si vous vous souveniez le budget que vous mettiez sur l'entretien des écoles annuelles. Donc. Alors moi, je vais juste donner un exemple. Lorsque nous sommes arrivés dans les conseils d'école, tous les directeurs ont été unanimes, hein, nous sommes un certain nombre dans les écoles, à nous dire enfin, on est écoutés et il y a des choses qui se font. Vous avez laissé les écoles, mais ce que je comprends, c'est que vous ne pouviez pas tout faire. On ne peut pas mettre des millions et des millions d'euros sur des projets qui tiennent à cœur. Ça a été le cas de la place. Et après, il y avait ce que disait Monsieur le maire, qui était assez récurrent, qui était de l'entretien, qui fait partie de la vie de tous les jours des Tiernois, qui était un petit peu laissé de côté. Et oui. Madame Malochet, je suis désolée, mais sur les écoles, je voudrais aussi intervenir, s'il vous plaît. Vous parliez tout à l'heure de l'école du Moutier. L'école du Moutier, aujourd'hui, c'est un bel édifice et c'est aussi un gouffre énergétique. Donc voilà, donc il était essentiel, même si demain, laissez-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Je parle pas souvent, mais quand je parle, j'aimerais bien ne pas être interrompue. Même si demain l'école du Moutier ce n'est plus une école, ça reste un beau bâtiment qui pourra servir à autre chose. Aujourd'hui, vous nous critiquez parce que on entretient les écoles, ce que vous n'avez pas entretenu il y a des années. Et je vais prendre l'exemple du Moutier que vous avez cité. Aujourd'hui, l'école du Moutier, Madame Malochet, n'a pas de WC dans l'école. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'en 2017, une école, elle n'ait pas de toilette dans son établissement? Est-ce qu'aujourd'hui, Madame, vous concevriez que chez vous, vous auriez vos toilettes au fond du jardin? Donc moi je trouve qu'aujourd'hui c'est inadmissible que nos écoles, elles n'aient pas de toilettes à l'intérieur de leurs établissements et que les enfants soient obligés d'aller au fond de la cour, ce qui engendre aussi un défaut de surveillance. Ça c'est quelque chose que vous auriez dû envisager. Est-ce que vous permettez de répondre? Oui, je peux finir, madame. Ah ben je croyais que vous... Donc voilà. Maintenant, je vous laisse la parole, madame. Ah, ben vous êtes trop aimable, merci. Donc, est-ce que vous me voyez, moi, aller dire, c'est très bien que les enfants aient des toilettes au fond de la... Enfin, franchement, je ne sais pas pourquoi vous me traitez comme ça, franchement, vraiment, c'est minable. Mais, si, c'est minable. Mais attendez, quand je vous ai parlé de l'école du Moutier, moi, je vous ai parlé du gros chantier d'isolation. Ce chantier, vous l'avez choisi parce qu'on vous a sollicité par les subventions. Ce que moi je vous reproche, c'est pas de faire ce chantier. Ce que je vous reproche, c'est de pas d'avoir de vision d'ensemble de vos travaux que vous voulez réaliser dans la commune. On a la sensation que vous les choisissez parce qu'il y a la subvention. C'est ça qu'on vous reproche. Si vous voulez, moi je vous ai jamais reproché d'aller faire des toilettes à l'intérieur pour les enfants. Vous me prenez pour qui? Oui, bien. Madame Malochet, on a fait, par rapport aux investissements, on a fait un plan pluriannuel d'investissement qui vous a été remis avec le débat d'orientation budgétaire 2017. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une programmation sur les 5 prochaines années. Je ne dois pas avoir compris la ligne directrice parce que je l'ai pas retenue. Mais ça fait rien. Voilà, et juste Madame Bell et après Monsieur Mefta sur la zone d'activité et Oui, moi je souhaiterais, pour les écoles, je voudrais quand même dire un mot. On nous reproche, je veux bien tout ce qu'on fait, il faut voir la situation qu'on a trouvée en 2001. Je vous invite à regarder les budgets pendant 13 ans, ce sont des millions d'euros qu'on a mis dans les écoles. Nous avons supprimé tous les préfabriqués. Il faut savoir qu'au Moutier, comme au Faux, comme dans beaucoup d'endroits, les enfants allaient dans des préfabriqués pourris, les parquets passaient à travers, la flotte tombait du toit et on était mal chauffé l'hiver. Nous avons supprimé tous les préfabriqués. Je vous parlerai du gros chantier de l'école du Moutier, qui a été un chantier quand même assez joli maintenant, où on a une belle école, avec tout l'environnement qui a été refait, la place, etc. La maternelle, je parle de la maternelle, l'enlèvement de ces préfabriqués, l'adjonction derrière du beau bâtiment, on ne peut pas dire qu'on se soit moqué de l'école du Moutier. Je vous parlerai également de l'école du Faux, où on a supprimé le préfabriqué, où on a remis des salles de motricité, où on a refait de gros travaux à l'intérieur. Je vous parlerai d'une école que vous connaissez bien, Madame Boulil, la Vidali, puisque la Vidali, il faut savoir qu'à l'époque, c'était les écoles Jules Ferry, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, le logement du maître au milieu, et rien de communiqué. C'est-à-dire que les gamins ressortaient dehors pour aller d'un bâtiment à l'autre. On a tombé des murs, on a fait des percements, on a fait que les enfants pouvaient circuler, aller
l'école de la Vidalie sans avoir à sortir à l'extérieur. Je vous parlerai du centre A, je vous parlerai des Garniers, je peux vous citer toutes les écoles. Ce sont des centaines et des centaines de milliers d'euros qui ont été mis dans les écoles pendant 13 ans, alors que tout n'est pas été fait, qu'il reste encore à faire. Ça, j'en suis bien consciente. Qu'on ait encore des problèmes, par exemple, de fenêtres pour l'énergie, qu'on ait encore des problèmes de rideaux coupe-feu ou pas coupe-feu pour les enfants. Il y a encore sans doute beaucoup à faire. Mais le chantier, il est important et je ne peux pas laisser dire que de 2001 à 2014, rien n'a été fait dans les écoles. Ça n'est pas vrai. Alors, on n'était peut-être pas à la botte dans les conseils d'administration, etc. Mais je peux vous dire que les travaux, ils ont été faits, qu'on a fait ce qu'on a pu faire avec les budgets aussi qui étaient les nôtres et que les écoles n'ont pas été les sacrifiées pendant ces 13 années. Voilà. Donc, pour en conclure sur le sujet, il y a un PPI, reprenez-le. Si vous n'avez pas compris la ligne directrice, bon, on peut reprendre un temps pour vous réexpliquer. Moi, ce que je souhaite simplement, je le dis à chaque fois, je ne vois pas l'intérêt qu'on a de se renvoyer, de remonter à 2001, 2000 machin. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est maintenant. Que vous ne compreniez pas, qu'on ne partage pas la même vision de l'avenir de la commune. Ça se discute. C'est un débat, on est bien d'accord. Mais il faut cesser de se dire avant 2001, c'est pas ça. Non mais c'est pas. Non, Madame Bell, c'est pas du tout ce qu'a fait Madame Munoz. C'est que non mais depuis on revient là-dessus. C'est pas ça qui va nous faire avancer. C'est pas ça qui fait un débat constructif. C'est pas ça qui fait un débat politique, mais dans le bon sens du terme, pour l'avenir de nos concitoyens et de la ville de Thiers. Si sans arrêt c'est des biscuits comme ça en se renvoyant des choses. Quel intérêt? Vous voyez l'image qu'on donne à la population de se renvoyer des choses pareilles? Comprenez, monsieur le maire, si j'ai fait un rappel de ce qu'on voulait faire, nous, ce qu'on avait essayé de faire au niveau de la dynamique qu'on voulait mettre dans la ville, c'était par rapport au projet global qu'on avait. Et moi, ce que je vous reproche, c'est justement de ne pas nous donner cette impression d'avoir un projet global pour notre ville. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris en référence. C'est pas pour histoire de dire on a fait, on n'a pas fait. Moi, je m'en fous à la limite du passé. Hein. On s'en fout tous du passé. Voilà. Ce qu'on veut, c'est l'avenir. Voilà. Donc, je vais juste finir, Monsieur Mefta, sur les zones d'activité. Comme ça, il vous répondra sur les zones d'activité. Oui, et je vous propose ensuite de m'absenter 30 secondes. Je vous laisserai la présidence. Non, mais juste parce finir, que là, il y a commence à urgence. Mais voilà, je vais quand même revenir sur le passé aussi, je suis désolé. Vous nous tendez la perche, vous revenez dessus, vous ouvrez la porte, et on ne peut pas laisser la porte comme ça sans rien dire. Les zones d'activité, vous avez dit il y a 2 minutes, il ne se fait rien, il n'y a rien qui se passe. Alors je vous refais l'historique. Donc, c'est là de 2001 à 2014. Mathussière, gelée. Donc, pardon ? De 2001 à fin juillet 2015, rien. Gelé, c'est rien passé. Je crois qu'il n'y a rien qui est sorti de... Pas 1 mètre carré de sortie en 13 ans. Madame Malochet, je vous ai écouté tout à l'heure. Donc, voilà. Pour faire, en résumé, pas 1 centimètre carré de sortie... Pas 1 centimètre carré de sortie en zone en 13 ans. Je suis désolé, nous, en 3 ans, on a déverrouillé Mathussière et on a des demandes, sauf qu'il y a une étude, on a gelé. Oui, 0. Je suis désolé, 0 en 13 ans, 0. Mathussière gelé et rien qui est sorti. Mais attendez, vous n'allez pas nous faire porter le chapeau de Mathussière gelé. Ah, je suis désolé. Mais attendez. Ah, non, je reprends vos propos. Mais vous laissez jamais finir les gens, Madame Malochet. Vous avez dit texto, il se passe rien. Vous, en 13 ans, en termes de zone d'activité, il ne s'est rien passé. 0. Nous, en 3 ans, on a sorti, je suis désolé, le champ du bail en 3 ans. Je vous invite à regarder comment se montre... Pardon? Mais vous rigolez ou quoi? Vous aviez... Attendez, excusez-moi, attendez, partir sur des croquis, il n'y avait rien qui a été fait, pas un mètre d'œuvre, pas un projet de lancer, vous plaisantez, madame? Alors, une zone d'activité, je vous explique, entre le point de départ et la fin, au mieux, c'est 5 ans. On l'a fait en 3 ans, à part ça, on n'a rien fait. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Voilà. Bien. Je suis désolé, ils sont tous quasiment vendus. Je clôt le sujet, donc je m'absente. Madame Malochet, vous avez la présidence pour faire voter
Et oui, vous êtes la plus jeune de l'équipe. Vous avez la présidence pour faire voter les comptes. Hein. Donc prenez votre temps. Hein. Ah ben non, mais je reviens, mais... Et après, on essaie d'accélérer parce qu'on aura peut-être un petit peu faim. Oui. On n'aura même plus le temps de manger après. Ouais. C'est bien parti pour puisque monsieur le maire nous a quittés, donc je vais vous demander, mesdames, messieurs, de bien vouloir me dire ce que vous souhaitez voter sur les budgets, les comptes administratifs 2016. Vous voulez faire un vote bloqué? Surtout, on fait tous les budgets, Vous êtes d'accord? C'est-à-dire du point 4 au point 10 compris. Voilà, du point 4 au point 10, on est d'accord? Oui. Bon. Alors, qui sont les personnes qui votent contre? Qui s'abstient? Donc notre équipe s'abstient. Donc ça fera 8 abstentions. Hein, en principe, il y a les pouvoirs, ça fait 8. Et qui acceptent, je suppose, tous les autres. Les différents autres. À moins que. Voilà. Eh bien, merci. Et puis, on va donner notre vote à monsieur le maire. Laisse-le aux toilettes, attends. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi aussi, il faut... Il y en a qu'un, on a fait gaffe. Ah oui. Hein? C'est les comptes de gestion. La suite, compte de gestion aussi à faire voter. Oui, mais il y a des diapos normalement. Oh non. Putain. Elles sont un peu justes. Allez, vas-y, continue. Allez, Nicole. Au suivant, Oui, si vous... On peut peut-être voter les comptes de gestion? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, en fait, ce qui est important de préciser au niveau des comptes de gestion, c'est que les restes à réaliser ne sont pas pris en compte dans les comptes de gestion. Donc, c'est les résultats de clôture de l'exercice 2016. Au niveau du budget principal, donc le résultat de clôture de l'exercice 2016, c'est 1 339 915,16 €. Au niveau... Pendant votre absence, donc les comptes ont été approuvés par votre équipe et nous avons donc 8 abstentions. Je ne sais pas exactement combien ça fait de voix pour vous. Mais je m'en doutais. Non, mais Oh, c'est pas 8 contre, hein? Oui, 8 abstentions. oui, Alors, notez la nuance. C'est vrai, oui, tout à fait. Il y a une 8 nuance. abstentions. Oui, il y a une nuance, vous avez raison. Je n'avais pas tout à fait osé, mais on n'en était pas loin. Je pense que l'année prochaine, Peut-être nous une serons prochaine bons. fois, on va voir. C'est la maîtrise qui est récompensée. Allez, continuons. Je vous propose d'accélérer les dossiers qui suivent. Oui, parce que, en fait, au niveau des comptes de gestion, Faites voter les comptes de gestion. on peut les voter. Je pense que tout le monde a pu regarder le document. Hein? Oui. Donc, c'est bon. Donc, ça nous fait un résultat de clôture globale de l'exercice 2016 pour tous les budgets, y compris les budgets annexes, de 3 298 845,20 €. Voilà. Allez-y, faites voter. Donc, Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Majorité, unanimité, merci. Donc après, il faut... Alors, c'est après, sur on en est où? l'affectation des résultats. Donc l'affectation des résultats, nous avons un tableau pour nous aider un peu. Oui. Donc l'affectation des résultats, C'est exactement les mêmes chiffres, les mêmes éléments. donc on affecte Ok. un même vote. Donc affectation des résultats. Donc, 12 à 18, tout ce qui est affectation des résultats. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc on en arrive au point tableau des effectifs. Monsieur Mefta. Rapide. Alors, il vous est proposé, à compter du 1er juillet,
Donc la création d'un poste d'administratif à temps complet. Donc ce poste-là, on va le créer au niveau du service du guichet unique, pardon, parce qu'on a fait un détachement d'une personne au CCAS, et comme c'est un détachement, on ne peut pas supprimer son poste, il existe toujours, donc c'est pour ça qu'il vous est proposé de créer ce poste-là. Ensuite, il y a une création de poste d'un rédacteur à temps complet dans le cadre de l'OPA, ça c'est une obligation légale, hein, dans le cadre de l'ANRU 2. Et enfin, il vous est proposé de la suppression d'un poste d'enseignant artistique à 45% pour le remplacer par un 55%, parce qu'on a un besoin de 2 heures par semaine supplémentaires. Ce qui nous fait du hip-hop. Donc on passe à 283,66 emploi équivalent temps plein en emploi budgété, donc ce qui nous fait un +1. Effectivement, si on intègre également, parce qu'on avait voté au mois de mai la suppression d'impôt d'éducateur, donc ce qui nous fait 2 plus moins 1, ça nous fait 1 plus, voilà. Donc il n'y a pas d'augmentation, d'évolution, si ce n'est que d'un poste qui correspond à celui de l'ANRU 2. Voilà. On va économiser du temps et de la salive, on va simplement s'abstenir. Comme d'hab. Non, je te laisse. Il y a donc des votes contre, 8 abstentions. Merci. Point 20, toujours moi, je garde la parole. Compte épargne-temps. Comme on l'a fait, comme vous l'avez vu, l'accord qu'on a signé avec nos partenaires au 1er janvier 2016, on avait décidé de ne plus monétiser le compte épargne-temps. Parce qu'on avait estimé, hein, je vais la faire courte, que c'était un temps qui était pour les gens, que les gens prennent des congés supplémentaires ou qui partent à la retraite beaucoup plus tôt. Et apparemment, on n'est pas très clean, parce que pour les gens qui sont en longue maladie et qui ne reprennent pas le travail, qui vont directement en retraite, on a une obligation légale, il y a un précédent, et on doit leur payer à minima 20 jours de compte épargne-temps. Donc il vous est proposé de rajouter ça en annexe dans la convention et d'autoriser de payer 20 jours d'épargne-temps. Voilà. Y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre? Merci. Et enfin, dernier point pour le RH, c'est le paiement d'heures complémentaires. Et comme aujourd'hui, vous le savez, on est très très contrôlé, hein, le percepteur ne paye pas n'importe quoi, et il vous est demandé d'autoriser le paiement de 18h42. Ouais, c'est vrai que je peux pas les faire, hop, voilà, hop là. Il vous est demandé d'autoriser de payer pour 2 agents des contractuels des heures complémentaires, 18h42 pour l'un et 23h50 pour l'autre, pour un montant total de 454,66 € sur des heures qu'ils avaient fait fin 2016, novembre-octobre 2016 et juillet 2016. Voilà, il vous est demandé, dernière minute. Ah, il n'est pas à l'ordre du jour, et voilà, et dans la même foulée, il vous est demandé d'autoriser de payer 43,36 €, ce qui vaut à 2h31 pour un autre agent, ce qui nous fait un total de 454,66 plus 43,36, tac tac tac, je vais faire de tête, 499,92, non, 490,92, 02 pardon, voilà, j'ai fait de tête. Y a-t-il des questions? Donc, vous voyez, pour 2h31, il faut des... Non, on est obligé, maintenant, c'est... Ouais. Des oppositions? Merci. Alors, après... Convention, c'est pour toi, ça. Non, c'est pas moi, c'est... Alors, donc c'est un avenant. Donc lors de la séance du mois de février, nous avons validé une convention entre TDM et la ville de Thiers concernant l'enfance jeunesse. C'était pour percevoir les crédits CAF. Donc la CAF nous demande maintenant un avenant qui nous autorise à autoriser TDM, en gros c'est ça, à solliciter les crédits CAF, puisque la ville de Thiers ne peut plus
contractualiser avec la CAF contractualise avec la communauté de communes, pour que nous puissions récupérer, que TDM puisse nous reverser à nous, puisqu'on continue d'avoir la maîtrise sur l'enfance jeunesse sur la ville de Thiers. Donc c'est un jeu d'écriture, c'est un avenant qui doit nous permettre de récupérer l'argent que la CAF devrait nous donner par le biais de TDM. Voilà. Donc, y a-t-il des objections, des oppositions? Merci. Ensuite, l'avant-dernier, presque. Claude Gouillon, médiathèque. La médiathèque. Alors, au mois de mars dernier, on a voté pour que ce soit le cabinet d'architectes Riva sélectionné pour la rénovation de la médiathèque. Suite au retour de l'architecte des bâtiments de France, il nous a conseillé, afin d'éviter les surprises, de réévaluer le budget médiathèque afin de, s'il y avait besoin de rajouter, que ce soit pris dans le cadre des subventions. Donc on a revu en fait la partie budgétaire de rénovation de la médiathèque à 2 240 805 € hors taxes au lieu de 2 065 000. Ces 200 000 rajoutés, c'est en cas de dépassement. Bien entendu, on va tout faire pour éviter de dépasser ces budgets, mais ça permettrait de les intégrer dans les subventions. Donc c'est logique et c'est suite au conseil de l'architecte des bâtiments de France. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet définitif et d'autoriser monsieur le maire à déposer une demande du permis de construire, et d'autoriser et l'autorisation de travaux pour la restructuration et l'agrandissement de la médiathèque. Madame Bell. Rapidement, je ne vais pas rallonger les débats, notre position est toujours la même. Nous ne sommes pas contre le rajeunissement de cette médiathèque vieillissante et, je ne veux pas dire poussiéreuse, mais enfin qui a besoin, mais c'est le coût du projet, voilà. Alors j'ose espérer, parce que là on est en gros sur un peu moins de 4 millions d'euros, j'ose espérer qu'on ne va pas faire comme à Lezou, où on était parti sur un projet à 4 millions d'euros, puisque moi je siégeais à l'époque à la région, c'était ça, hein. Et puis ça vient de terminer, on en est à 6,5. J'ose espérer qu'on ne va pas refaire la même chose ici, voilà. Mais nous estimons que c'est beaucoup trop, qu'il fallait faire des travaux, mais à minima et pas avec des sommes de cet ordre. Donc nous nous abstenons sur les deux sujets, là, sur les deux points concernant la médiathèque. Je suis obligé de répondre hein, quand même. Donc c'est sûr que vous favorisez le minima, mais là on était sur un outil 40 ans de retard, accessibilité, 40 ans de retard, accessibilité néant, lieu hyper centre-ville. Bah, je pense que là, on est sur un budget quand même qui est contenu et en termes de valorisation, bon. Et c'est un service, c'est 15% de la population. Hein. Vous ne ferez pas changer d'avis, voilà. Non, mais oui, c'est la ligne de l'opposition, mais. Ouais. Bien, donc on maîtrisera, hein, l'objet c'est ça, hein, l'objet aussi de ce petit plus, c'est d'éviter justement les désagréments, et on se laisse voilà, une marge, et ça nous permet aussi au niveau budgétaire et recherche de financement d'obtenir des financements complémentaires. Voilà, donc j'ai bien entendu 8 oppositions, abstentions, pardon, 8 abstentions, merci. Point 24. Médiathèque, demande de subvention. Donc en fait, c'est toujours, on en revient même. Hein. Là, on a revu le tableau de financement pour les demandes de subvention. Donc on passe de 3 200 pardon, à 3 399 147 €. Même vote. Très bien. Merci. Toujours Claude. Et le dernier point, alors ça c'est très rapide, la licence de spectacle c'est tous les 3 ans et là il faut la renouveler, c'est ce qui nous permet de signer tous les contrats par rapport à la saison culturelle, donc c'est juste pour me reconduire en tant que signataire. Très bien, à l'unanimité, merci. Sadia, non, pluriannuel, on en parlait tout à l'heure, hein, pluriannuel sur le numérique. Oui, donc nous avons souhaité équiper nos établissements scolaires en VPI. Alors c'est quoi les VPI? C'est des vidéoprojecteurs interactifs et c'est un outil qui va aider les enseignants dans leurs apprentissages.
Et cela aussi permettra aussi d'avoir moins recours aux photocopies et aux manuels. Donc pour mettre ce projet en place, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les délégués au numérique de l'éducation nationale pour identifier d'une part les besoins et la faisabilité. Les besoins, les enseignants ont souhaité avoir maintenant des ordinateurs en fond de classe pour que les enfants puissent pendant les cours aller sur les ordinateurs pour aller faire des recherches, que ce soit sur internet ou sur les manuels qui seraient dans les ordinateurs, et ce qui permet de faciliter leur autonomie dans leur travail, et ne plus avoir, comme c'était le cas actuel, des salles informatiques. Ils ont souhaité aussi avoir des photocopieurs qui soient reliés en réseau, des vidéoprojecteurs et des VPI, et donc des VPI. Et c'est bien beau d'avoir des beaux outils, mais aussi il nous fallait, avec tous ces beaux outils, un accès à Internet qui puisse répondre à l'installation de ces outils. Donc il y a un gros travail de câblage en réseau qui est nécessaire de faire dans toutes les écoles pour aussi avoir une connexion de fibre optique, à la fibre optique. Ce projet, c'est un projet de 117 000 € qui sera étalé de l'année 2017 à 2020 et qui pourra bénéficier d'un fonds FEDER à peu près, que l'on espère à hauteur de 40%. Donc voilà, la phrase magique, c'est qu'il vous est demandé de valider le projet numérique pluriannuel de 2017 à 2020 dans les écoles de tiers pour un montant estimé total à 117 000 €. Voilà. Et demander au FEDER et aux partenaires une subvention la plus élevée possible et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Voilà. On va commencer dans l'école de la Vidalie. Alors pourquoi on va commencer dans l'école de la Vidalie? Ça va être une école pilote parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un gros travaux de câblage dans les écoles. Donc comme on a des écoles qui vont être en travaux, comme le Moutier, Émile Zola et Georges Sand, on ne va pas câbler des écoles qui après vont subir des travaux. Donc on les a éliminés d'office et on a souhaité commencer dans une petite structure. Donc la petite structure, c'est la Vidalie parce qu'elle ne va pas avoir de travaux dans les années à venir, parce que c'est une petite structure et parce que toutes les classes sont sur le même niveau. Donc ça va être facile d'accès. Donc ces travaux vont commencer cet été à la Vidalie. Ça sera une école pilote. Ça nous permettrait de voir comment ça fonctionne, comment ça se passe, ce qui va, ce qui ne va pas. Et après, on pourra déployer notre projet sur toutes les écoles de la ville. Et bien sûr, effectivement, on a un calendrier de réalisation des travaux dans les écoles, je peux vous le donner. Ça va être en 2017 donc la Vidalie, en 2018 ça sera le Faux et le Moutier, en 2019 ça sera Georges Sand et en 2020 ça sera Zola et les Garniers. Et les Garniers on les a mis en dernier et ils étaient tout à fait d'accord parce qu'on vient de refaire tout leur parc informatique, parce qu'ils avaient un parc informatique qui était vieillissant, qui était obsolète, qui avait 15 ans et ils ne pouvaient plus l'utiliser. Donc on a refait tout leur parc informatique en décembre 2016. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent au fond de la liste, mais ça leur va très bien, il n'y a pas de souci. J'ai oublié Tournai ? Ah pardon, c'est en 2019, excusez-moi. Non, mais on n'a oublié aucune école. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est un beau projet et que voilà, ça va. Les enseignants sont contents, ça répond à leurs demandes et puis je pense que les enfants aussi vont être très contents. Bien, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Marie-Noël Bonnard, les 3 derniers dossiers. Ce sont la vente de biens de section à la Chaupriade. Le 29 avril donc 2017, il y a eu une élection pour permettre de vendre la parcelle ZB 249 qui appartient à la section de Cognor et du Moulin-Clos. Alors les électeurs, ont donné leur avis sur le projet de vente de la parcelle et ils ont donné un avis favorable puisque l'élection s'est faite à la majorité. Voilà. Donc un document d'appontage va être fait. Les coûts des actes seront à la charge des acquéreurs. Donc le conseil municipal est invité à autoriser la vente de cette parcelle à ces 2 riverains au prix fixé par le service des domaines, c'est-à-dire 0,50 € le mètre carré. Voilà.
Donc c'est quelque chose dont on avait parlé au moment de l'élection. On l'avait vu déjà au moment de l'élection, donc voilà. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Le 5 rue du Bourg. Alors là aussi, c'est une acquisition qui avait déjà été vue par le conseil municipal. Il s'agit d'un immeuble qui comporte un commerce et 3 logements dans la rue du Bourg. Et c'est un immeuble qui nous avait été donné qui nous avait été... oui, un legs, voilà, c'est ça, par legs. Et lorsqu'on a voulu faire cet investissement, le notaire nous a dit qu'il était plutôt favorable à une vente pour éviter qu'il y ait des difficultés avec la succession, parce que c'est ce qui se passe, parce que c'est une succession de gens qui sont italiens, enfin qui sont en Italie, et on pourrait avoir quelques difficultés. Je sais pas comment. Voilà. Ah oui. C'est purement juridique. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un legs, il faut qu'on ait voilà. Voilà, pour l'euro symbolique. Il faut pas que ce soit une vente. Je vois pas tellement comment, parce que des legs, on en a bien accepté d'autres. Donc là, c'est pour les conseils du notaire. Oui, voilà. Alors après, il semblerait que c'est parce que la famille soit en Italie et qu'il y ait une différence peut-être entre le droit italien et puis le droit français, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est ça, moi, qui fait qu'il nous a suggéré donc de... J'aurais une question. C'est quand même un franc symbolique un euro symbolique qui va nous coûter cher, quelque part. Est-ce qu'il y a un projet à propos de cet immeuble? Est-ce que ça fait partie de l'ANRU 2? C'est-à-dire que là, on dépense 1 euro et ça va nous coûter combien de milliers ou de centaines de milliers d'euros? Alors, ça risque de nous coûter environ une vingtaine de milliers d'euros pour la toiture. Voilà, c'est ça. Le rez-de-chaussée, ça reste en commerce, parce qu'il y a un loyer qui nous rentre tous les mois. 1 600 € par trimestre. 1 600 € par trimestre, oui, c'est ça. Voilà, qui rentrent tous les mois. Et puis les 2 niveaux supérieurs, donc on est en train de voir, on verra quand on sera propriétaire, si on peut soit le remettre en accession à la propriété ou en location ou par rapport à un commerce, voilà. Et la ville perçoit le loyer? Oui, bien sûr. Non, on le percevra quand on sera propriétaire. Oui. Pour l'instant, on n'y est pas. Dès que nous serons propriétaires, les 500 et quelques euros mensuels rentreront dans... Enfin, il en faudra des loyers pour payer. Oui. Donc l'estimation du toit, c'est à peu près 20 000 €. On est en train de faire chiffrer 23 873 exactement, l'estimation. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. 15 et 17 rue du Mas. Oui, alors là c'est dans le cadre de la politique d'optimisation du patrimoine communal. Il est proposé de vendre l'immeuble situé 15-17 rue des Docteurs Dumas, qui est l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers. Cet immeuble est vide et sans affectation future pour la commune. Donc une proposition d'achat a été faite par l'association Agidec 63 pour que cet immeuble, au prix de 100 000 € puisse permettre l'implantation du collège Jeanne d'Arc qui se trouve actuellement rue de la Fraternité ou je sais pas bien, rue de Lyon, enfin voilà. Fraternité, c'est les deux, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Y a-t-il des... Se féliciter, puisqu'on avait quand même un peu initié ça. Il y avait déjà eu des pourparlers, déjà sous notre mandature. Pour Jeanne d'Arc nous avait déjà contactés parce qu'ils avaient le problème de Saint-Joseph qu'il allait falloir fermer. Et on l'avait déjà regardé, donc on est très heureux de cette décision. Donc là, c'est Clermont, c'est pas... c'est oui. Oui, voilà, c'est l'association, voilà, c'est ça. Donc ça se concrétise, et donc l'objectif, c'est de reconstruire un collège, le collège qu'en haut, c'est de reconstruire, d'utiliser l'espace, l'ancienne caserne des pompiers, pour reconstruire un établissement. Il y a peut-être un petit souci, c'est le stationnement. Alors, on a eu l'occasion d'en discuter, parce qu'il ne suffit pas de passer une vente. Dans la vente, il y a des conditions. On a eu l'occasion d'en discuter. Et entre autres, ça sera le stationnement pour l'accessibilité aux familles et aux bus, parce qu'on voit la difficulté de cette rue, avec l'école. Le matin, aux entrées et aux sorties. Il n'y a plus au Dambron, donc...
Donc, il n'y a plus. Nous serons très vigilants sur les plans. Hein, on a déjà commencé d'y travailler. On leur a fait un certain nombre de suggestions pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des dégagements nécessaires pour que les bus puissent s'arrêter et mettre les enfants en toute sécurité. On ne réglera pas le problème de l'ensemble de la rue, des familles qui... Voilà, ça c'est... Voilà. Donc là, on continuera de verbaliser les infractions. Il y a également un petit souci, c'est que vous, vous servez des garages quand il y avait vos en véhicules. plus. Oui, non, mais c'est pas... Voilà. Problème, c'est TDM où nous, on met quelques... Les lames pour le déneigement et tout ça, donc là, ça posera pas de souci. Oui. Voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Je vais dire que c'était le dernier, mais non, c'est l'avant. Donc, en l'absence d'un IP, donc là, c'est une régularisation concernant le COS, une régularisation de subventions qui remonte à 2012-2013. Donc, si j'ai bien compris, le COS percevait une partie des eurodateurs, c'est ça, hein, qui était reversée pour les personnels, pour les agents et tout. Donc, de leur comptabilité, en 2012 et l'exercice 2012-2013, ils n'ont pas perçu ce financement. Donc, c'est de régulariser la situation. Voilà. Ça apure les comptes, comme ça. Y a-t-il des objections, des abstentions? Merci. 23h30. Oui, une petite question, monsieur le maire. C'est sur la réunion que vous avez organisée là récemment sur l'éclairage public. Alors, ce qui je trouve un peu curieux, vous faites la réunion, mais la décision était déjà prise, puisque les articles de presse sont parus avant, vous avez déjà pris la décision, et après on fait une réunion pour dire, bon alors la réunion est prise, on se demande un peu pourquoi on fait une réunion, puisque elle est prise, hein, voilà. Et alors, un autre côté aussi, on aurait peut-être aimé en tant qu'élu avoir été associé un peu plus en amont et avoir été convoqué un peu plus en amont à cette réunion. Ça s'est fait un peu bizarrement, enfin, dans un bout de couloir, voilà. Oui, j'entends bien vos remarques. Alors, la décision qui est prise, c'est de lancer une expérimentation. Ce qui veut dire que sur les modalités et le projet final, rien n'est figé. Que ça soit sur le périmètre, que ça soit au niveau des horaires où on va éteindre, tout est discutable. Tant et si bien qu'il va y avoir une commission de suivi qui va se réunir tous les 3 mois pour faire les points et les bilans, puisque notamment les inquiétudes bien en règle générale sur ce genre de sujet, c'est à tort ou à raison, c'est assez compliqué parce que c'est surtout un ressenti, c'est des problèmes d'insécurité. Voilà. Alors il y a le ressenti et le réel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fera un suivi assez particulier sur le sujet. Je tiens quand même à signaler que on a eu quand même des gens qui se sont déplacés pour avoir l'information. C'était bien le but d'une réunion publique, mais que je n'ai vu personne de l'opposition. En tant qu'élu, on aurait peut-être pu avoir une convocation personnelle ou un simple mail ou quelque chose que de savoir par le journal. Non, mais attendez, précédemment, j'ai reçu personnellement M. Desglon pour l'informer. Donc ce que je vous propose, moi, c'est que, comme le dit Thierry Barthélemy, c'est une expérimentation, c'est-à-dire que c'est une expérimentation qui démarre le 17 juillet, et donc tous les 3 mois, nous évaluerons la situation avec la gendarmerie, avec le petit comité de suivi qui va être créé. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il puisse y avoir un représentant de l'opposition qui puisse siéger au sein de ce comité. Hein. En même temps, il y aura des usagers. Voilà, donc on va créer un petit groupe alors je n'ai pas en tête le nombre de personnes, mais si vous en êtes d'accord, une douzaine de personnes. On évaluera chaque trimestre la situation et en fonction, on sera en capacité de remettre la lumière immédiatement. Et donc l'objectif, c'est de faire une expérimentation sur la période d'été, d'automne, d'hiver et de printemps, pour que la décision définitive, nous puissions la prendre dans 1 an, lorsque nous aurons fait un cycle complet, et nous aurons des éléments liés au coût, liés à la pollution nocturne, liés à la délinquance, liés à tout ça. Donc si vous en êtes d'accord, vous pouvez nous dire, ou vous nous faites passer le nom de la personne d'entre vous qui souhaite participer à ces travaux. Il n'y a pas de souci. Non, mais on est d'accord sur le principe, il n'y a aucun problème. La remarque, c'était plutôt sur
La méthode. Moi j'ai une question concernant l'ancien hôpital. C'est un projet qui va déboucher ou... Donc Yves avait posé la question le mois dernier, donc je fais la même réponse, on est toujours en instance de décision de l'investisseur. Voilà. Oh, ok, moi j'entends. Alors moi je m'inquiète tout simplement. Je ne vais pas rabâcher. C'est un bâtiment important, imposant, gros travaux. On a des investisseurs qui aujourd'hui, ou qui hier étaient prêts à investir 12 millions d'euros, ce qui est vraiment important. Ce sont les mêmes. Hein. Oui, bien entendu, j'espère. Mais ce que nous voudrions savoir, est-ce que vous insistez sur des réunions, est-ce que vous contactez ces personnes pour voir exactement. Alors, insister n'est pas toujours très poli, mais aujourd'hui nous sommes dans un cas d'urgence. C'est très, très important. Je ne veux pas dire tous les jours, mais tous les 15 jours, la personne qui coordonne et qui suit, je ne donne pas son nom en public, hein, mais, bien sûr. Voilà, mais régulièrement là-dessus. Donc la réponse, elle est pareille, ça avance, ils sont en train de constituer le capital. Il y a eu, ce que j'avais expliqué l'autre fois, quelques soucis sur un investisseur qui est lié à des problèmes personnels, familiaux qui s'est retiré, donc voilà, ils reconstituent. Et les plans, puisque les plans sont prêts, tout est prêt, puisqu'ils ont même proposé de faire, enfin je redis ce que j'ai déjà dit, de faire l'acquisition du lot de bâtiments pour créer une douzaine, j'ai plus en tête 10 ou une douzaine, une quinzaine de logements supplémentaires. Voilà, on est toujours sur cette logique-là, mais il est en train d'essayer de, enfin oui, on peut le dire comme ça, d'essayer de boucler son plan de financement, son budget, quoi. Alors sans perdre trop de temps, ok. Je reviendrai à la rentrée en espérant que cet été aurait été propice. Moi, j'aimerais poser une question à l'ensemble des élus là, du bureau. Au niveau de l'ANRU 2, nous savons tous que l'ANRU 1 a été un chantier très très important, très très long à mener. Des réunions et beaucoup de réunions. L'ANRU 2 sera un peu plus concentré, disons, et moins coûteux, mais néanmoins très très intéressant. Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est quelle est votre ligne de travail. Est-ce qu'il y a vraiment, au niveau du groupe des élus, une réflexion qui a été faite sur des quartiers prioritaires, non pas ceux qui ont été décidés dans les textes, mais vous aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment une directive? Les quartiers à tiers sont un peu concentrés pour certains et puis éclatés pour d'autres. Est-ce que vous allez travailler sur un cœur ou est-ce que vous allez travailler sur différents quartiers? Il est important pour nous de le savoir. On entend des choses. Moi, je n'aime pas entendre de choses et j'aimerais que vous nous l'expliquiez. Alors, ce qui a déjà été dit par rapport au PNRU, c'est de conforter ce qui a été fait dans le cadre du premier programme. Il y a des choses qui ont été faites au niveau du logement, d'accession, destruction, reconstruction, et ainsi de suite. Là, le PNRU 2, donc, c'est le cadre de vie qui est mis en priorité. Il y a toujours le logement, ça rentre toujours dans cette ligne-là. C'est de compléter ce qui était fait, parce que lorsque le bilan a été fait dans le cadre de l'ANRU 1, on s'est rendu compte, pas nous, c'est pas spécifique à la ville de Thiers, c'est que nous avons l'ensemble des programmes ANRU 1 ont construit du bâtiment, du logement, sans se préoccuper des liaisons, sans se préoccuper de l'assainissement, sans se préoccuper des espaces publics, sans se préoccuper de ce qui pourrait faire le lien entre ces différentes constructions. Sur la région parisienne, il y a eu des millions et des millions de et c'est pas ça qui a empêché. Il y a eu des reconstructions. C'est pas ça qui a empêché il y a 2 ans des émeutes. Je ne cite pas le quartier, des émeutes très violentes, parce que c'était un constat de l'ANRU 1, c'est de dire on ne s'est pas préoccupé du lien social, on ne s'est pas préoccupé des personnes qui venaient vivre dans ces quartiers, on ne s'est pas préoccupé de leur façon de se déplacer. Où est-ce qu'ils allaient, comment ils allaient cohabiter. On a construit des magnifiques appartements. Mais après, la liaison sociale, elle ne se faisait pas. Donc, la priorité du PNRU, c'est de dire qu'il faut retravailler là-dessus. Donc, c'est de conforter ce qui a été fait dans le cadre de l'ANRU 1. Donc, les secteurs prioritaires, dans le cadre des réflexions et des travaux qui sont menés, c'est le secteur Grammont, la rue des Grammont, rue des Grammont, le secteur de la maison des associations, le secteur Transval, oui, c'est ça. Le secteur Défi Mode, rue de la Coutellerie. Donc on s'appuie sur les quartiers prioritaires, c'est ça aussi, parce qu'il y a des règles du jeu, donc il faut s'appuyer sur le centre-ville, les quartiers prioritaires, et puis Saint-Genès, place Saint-Genès, donc
Ben, ça sera... Non. Mais là, la rue de la Cotellerie, mais la rue Gambetta, par exemple, elle n'est pas comprise dedans, mais la rue Mancel-Chabot sera compris en même temps que l'ancien hôpital. Donc c'est vraiment le centre-ville, c'est un projet à 15 ans, hein, comme l'an rue 1, c'était un projet à 12 ans, 13 ans même, hein, il a fallu 13 ou 14 ans, je ne sais plus combien. Là, c'est un projet à 15 ans, on nous l'annonce à 15 ans. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça sera un projet à 18 ans, parce que bon, les financements aujourd'hui, on nous annonce, le gouvernement nous annonce 1 milliard supplémentaire sur le PNRU, sur l'ensemble des programmes. Bon, on verra aussi dans 15 ans comment ça se passe, quoi. Donc la priorité, c'est de conforter vraiment le quartier prioritaire en termes d'accessibilité, de création de logements, de voirie, assainissement. Donc on a tout remis dans le cadre du programme PNRU. Donc aujourd'hui, vous avez des commissions qui travaillent sur ce projet-là. Oui, oui. Et vous pensez être en mesure de donner une date pour justement la validation des quartiers prioritaires? Alors le quartier prioritaire, il est fixé déjà. Oui, le quartier prioritaire est fixé. Il est fixé, c'est dans ce cadre-là. Donc la limite géographique est fixée. La signature de la convention devrait être fixée dans le courant du mois de novembre. Oui, c'est ça. Fin d'année, en gros, on va dire ça. Parce qu'il y a encore toutes les phases d'études qui sont à réaliser. Il faut que les financeurs comme l'État, la région, les partenaires comme ça peut être Office ou autres, s'engagent financièrement sur le programme. Au jour d'aujourd'hui, c'est un programme qui est estimé à 45 millions. Donc moins que le précédent qui était de l'ordre de 72 ou 75 millions, je n'ai plus tout à fait en tête. Donc normalement, la convention, le cadre général doit être signé d'ici la fin de l'année pour que toutes les phases d'analyse, comment on appelle ça, oui, l'équivalent de l'APS et tout, enfin tous les schémas puissent être réalisés dans le courant de l'année 2018 pour qu'on puisse démarrer les premiers travaux dans le courant de l'année 2018, fin 2018, quoi, ou tout début 2019. Donc vous voyez, là ça fait 2 ans, presque 3 ans qu'on travaille sur le PNRU 2. C'est long. Donc voilà, la cohérence, c'est de conforter ce qui a été fait sur le centre-ville, quartier prioritaire, sachant qu'on ne pourra pas mettre d'autres crédits. Il y a d'autres secteurs qui sont aussi prioritaires, mais c'est dans le cadre des quartiers QPV, quartier prioritaire de la ville. Voilà. Ok, très bien, merci. Alors je m'excuse, je n'ai pas pu venir à la réunion, la dernière réunion à Barante, donc j'aurais voulu vous alarmer, mais vous êtes certainement au courant lorsque nous sommes au CAC et nous reprenons le sentier pour la Saint-Jean. Il y a les forges mondières et avec un état de toiture, là je ne parle plus des couvertures mais des charpentes qui sont en très très mauvais état et une usine juste après, en montant, là le toit est passé à travers. Et je voulais savoir si vous aviez là-dessus une réaction très rapide. Alors on a fait le point là, justement dans le cas des journées du patrimoine. C'est là qu'on s'est rendu compte que par exemple le lierre avait pris le dessus sur voilà. Donc les choses vont être engagées au niveau du lierre, toute la végétation. Il y a un devis qui a été réalisé pour la couverture parce que c'est plus grave qu'on le croyait. C'est-à-dire que toute la charpente, je dirais quasiment, oui, est fichu. Donc là, il va y avoir des mesures d'urgence prises pour sécuriser. On ne va pas refaire la toiture tout de suite. Alors je ne sais pas ce qui va être préconisé par les spécialistes. Est-ce que c'est une couverture métallique en provisoire, en attendant pour limiter les dégâts, pour trouver les financements? Mais les premières analyses font apparaître que l'ensemble de la toiture serait à refaire. Alors inutile de vous dire, enfin tu sais bien aussi bien mieux que nous, ce que ça peut coûter que de retoucher ce type de bâtiment, et c'est un patrimoine. Le bâtiment à côté, il appartient à la ville, là, le toit est carrément. Et passer à travers, oui. Donc là, ça va être, on va passer les 100 ou 150 000 euros de mise en sécurité du site. Alors il y a l'intérieur. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on ne peut pas toucher au toit, il va falloir procéder à l'inventaire, à la sortie, le repérage, si on veut, parce que c'est magnifique, enfin, vous le connaissez, il faut voir le site. Donc l'objectif, c'est de rendre ce site tel qu'il est. Donc vous voyez tout le travail qu'il y a à faire en amont
voilà, de tout repérer, inventorier et ainsi de suite, avant de toucher quoi que ce soit. Mais la priorité, ça va être de boucher d'éviter que ça s'aggrave, quoi. Et le dossier est quasiment finalisé, justement, dans le cas de... Ouais. Le dossier est quasiment finalisé, donc il devrait être déposé incessamment sous peu, bientôt. Là, les services sont en train de le finir. Donc, les contacts avec le ministère, ce que j'avais déjà annoncé, laisse apparaître entre 2 et 3 ans d'études, puisque c'est le ministère qui va instruire directement le dossier, puisque c'est un monument classé. Et les premières estimations, on est à 1,5 million, ce que j'avais annoncé. 1 million lié à la couverture. On ne refait pas le toit, on ne change pas. C'est de resuivre. Enfin, resuivre. On fait le travail, mais on ne change pas la charpente. Voilà, je cherchais. Ça m'inquiète ce que tu dis, Claude. Ça m'inquiète énormément, puisque justement, on a un gros problème sur la nef, puisque les fermes reposent maintenant sur la nef. Ça, c'est repris. Voilà. Ah, donc on est sur la charpente quand même. Oui, non, mais un bout de charpente, quand on ne refait pas. C'est un bout de charpente qu'on refait sur la nef, justement, parce qu'on voit qu'il y a des effondrements. Et puis, c'est le suivi des cuivres. Il faut reprendre les cuivres, la zinguerie, il faut reprendre des maçonneries extérieures. Il y a des pierres qu'il faut ressortir, qu'il faut retailler, remettre exactement. Voilà. Et donc là, première estimation, on est à 1,5 million. Mais lorsque le ministère va avoir le dossier en main, je suis persuadé qu'ils vont nous demander des compléments et qu'il faudra qu'on aille encore affiner les choses. Et alors, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un taux de subvention de l'ordre de 80%. Heureusement. Ce qui n'est pas négligeable quand même. Et là, on a les petits problèmes du quotidien au niveau de l'église, c'est-à-dire que, j'en discutais encore le dimanche dernier, tous les soirs, ça disjoncte, par exemple. Il y a un an... Oui. Oui, il y a eu des travaux de fait. On répare d'un côté. Ça doit sauter de l'autre, on a changé les halogènes, on a mis des ampoules machin, et là, tous les soirs, ça disjoncte. Alors, sauf s'il y a un petit malin qui passe, qui s'amuse à disjoncter, mais je sais que le matin, il faut appuyer sur le disjoncteur pour... alors, voilà. Donc, c'est des petits soucis, mais qui empoisonnent les quotidiens. La médiathèque, c'est trop cher. C'est hors quartier, c'est hors QPV là déjà. Alors, donc... Saint-Jean, il y a une acoustique dans Saint-Jean qui est fantastique. On pourrait faire un auditorium dans ce cadre-là, quelque chose de magique. Mais avant de toucher quoi que ce soit à l'édifice, il faut s'attaquer aux fondations. Mais les fondations, c'est comme c'est sur un rocher, donc voilà, il faut consolider le rocher, il faut avant de toucher le reste, parce que si on refait tout le dessus et qu'en dessous ça s'effondre. Mais il y a une acoustique dans ce bâtiment qui est... Voilà, je peux vous poser une question? Ça sera la dernière, je pense, avant d'aller... On va boire un coup après aussi. Voilà, on a bu un petit peu quand même déjà. Alors, lors de commission avec M. Barrault, il nous a parlé d'un projet d'une construction éventuellement d'une construction d'une multi-accueil, d'une maison multi-accueil. Et il nous avait proposé, il y avait une étude qui devait se faire, et que lorsqu'il y aurait l'étude, on serait invité à participer à ce projet. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'invitation. Donc, je veux savoir si c'est un projet qui avance ou si une étude a été faite. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà dit. C'est dans le cadre d'Auvergne Habitat, rue Ernest Grange. Puisqu'il y a eu des constructions, voilà, il y a eu des constructions du Petit Géfour, d'Ernest Grange, et donc là, dans le cas de l'ANRU, on est tenu de reconstruire. Alors, on a pu obtenir que normalement, l'ANRU, on détruit un bâtiment, il faut reconstruire un logement, on détruit un logement, il faut reconstruire un logement. Donc là, dans le cas d'Ernest Grange, on a détruit je ne sais plus combien de logements, mais on ne sera pas tenu d'en reconstruire autant. Et on négocie en ce moment avec Auvergne Habitat, tant que ce n'est pas signé, c'est pour ça que je mets ça au conditionnel, avec Auvergne Habitat pour que le multi-accueil et la maison de la famille soient en rez-de-chaussée de ce bâtiment-là. Et donc là, on est en train de voir les coûts, ils sont en train de travailler dessus, les coûts, les types d'habilitation qu'il faut, le type de financement nécessaire, et est-ce que nous, en tant que municipalité, rien n'est tranché là-dessus, est-ce qu'on paye un loyer, est-ce qu'on devient propriétaire, voilà. Le projet est en route,
Mais est-ce que, enfin, il est en route, mais est-ce que vous avez fait l'étude sur la rue de Vichy? Est-ce que c'est pertinent? Parce que bon, toutes les nounous qui vont venir à multi-accueil, elles sont pas trop sur cette alors c'est pas le RAM, hein. Le RAM est voilà. Là, c'est le complément de la garderie qui est de la halte garderie. La halte garderie qui existe au. Ça sera pour remplacer. Ce sera un complément de la halte garderie. Donc là, nous sommes partis sur 30 places. Hein, 30. Alors la question, c'est de savoir. L'objet, ça serait de tout centraliser sur ce bâtiment-là, qu'on soit là ou qu'on soit un peu plus haut, sachant que une bonne partie des familles viennent en voiture et donc l'accès à Ernest Grange, bon, il n'est pas plus compliqué, quoi. Il sera plus simple en termes de stationnement et tout. La question qu'on s'est posée, c'était de savoir est-ce qu'on faisait deux sites, un site en haut, un site en bas. Alors on a plus ou moins tranché en disant ça serait bien dans l'idéal. Mais en termes de coûts, de fonctionnement, on multiplie par 2,5 les coûts de fonctionnement. Donc là, si le projet aboutit avec Auvergne, qui normalement ça doit aboutir, puisqu'on en a reparlé la semaine dernière, à quel délai? Là, c'est Auvergne Habitat qui est en capacité de nous le dire, parce que c'est eux qui vont financer le coût de construction, sauf si on trouve des financements complémentaires et qu'on en prenne l'initiative, on verra bien. Ça sera pas avant 2018-2019, à mon avis. Donc on continue de fonctionner avec les 15 ou 16 places qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est pas d'incidence par rapport aux nounous qui ont les activités? Ah non. Elles ne sont pas concernées en fait? Non. Ah d'accord, c'est une halte garderie qui c'est la halte garderie, puisqu'il y a un manque de place, le constat qui a été fait, c'est qu'il faut multiplier au moins par 2 notre capacité au niveau de... Donc on a essayé de trouver un mode de fonctionnement au niveau de la garderie qui puisse satisfaire un maximum de personnes, mais c'est pas satisfaisant, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les nounous. Elle reste sur le quartier le RAM, du bas. le relais d'assistance maternelle continue. Alors pour l'instant, il est installé à Émile Zola. Voilà. Est-ce qu'un jour il sera installé ailleurs? On ne sait pas, mais bon. C'est plus pratique pour elle parce qu'elles sont surtout sur le bas du quartier. Ça, c'est pas sur les quartiers prioritaires, oui, d'accord. Le problème à Ernest Grange, merci. C'est d'avoir un problème de stationnement. Alors c'est justement, ça sera quand même plus facile que là où ils sont. La rue étant large, après c'est en termes d'aménagement, quel type d'aménagement on met sur la voirie, parce que la voie elle est très large. Mais c'est difficile de sortir de cet endroit quand on est garé vers... il y a le virage, donc s'il y a beaucoup de circulation, beaucoup de gens qui vont se garer, ce sera très difficile de sortir de cet endroit. Non, mais la voie étant très large, on peut la réduire sans problème et matérialiser sous des formes X toute la partie droite.